de s'inscrire occasionnellement dans des dynamiques de coprésence, d'action et d'interaction qui modèlent de nouvelles expériences de vie communes, parfois éphémères, mais toujours signifiantes. L'infinité des usages qui en découlent manifeste des modes d'appropriation de plus en plus disparates, conséquences des processus de fragmentation des expériences, des récits et des mémoires. Mais les monuments d'aujourd'hui ne se font pas uniquement les reflets de l'émergence d'acteurs particuliers, communautaires, minoritaires, activistes ou contestataires. Des mouvements plus globaux, des institutions internationales, des pouvoirs supranationaux sont également susceptibles de soutenir les expressions monumentaires contemporaines. En effet, l'intégration du marché de l'art au niveau global, l'usage des monuments dans le cadre des activités culturelles officielles, leur participation aux activités touristiques et à l'attractivité touristique des lieux, font comprendre que ces objets dépassent largement le seul cadre de la localité ou de la communauté où ils surviennent. Cette remarque renvoie à un dernier point qui concerne les formes de la monumentalisation contemporaine. En effet, d'une manière qui peut sembler contradictoire au processus de fragmentation que je viens de décrire, le paysage des villes est aujourd'hui marqué par le développement de formes architecturales et artistiques finalement convergentes dans leur fonction mais aussi dans leur forme, imposant une sorte de monumental scape dont le modèle se généraliserait à mesure de l'avancée du néolibéralisme. Celui-ci se caractérise par la multiplication des projets modernistes, où prouesses architecturales et interventions artistiques deviennent des éléments de communication en ligne avec la marchandisation de l'image des villes. Il s'accompagne aussi de l'affirmation d'un espace public de plus en plus normé, vidé de son rôle civique d'assemblée et nouveau support de communication à grand renfort d'exposition ou d'installation d'œuvres d'art. Ce volet matériel du branding ou du marketing urbain est relayé par la circulation des images, par les médiatisations des monuments, les transformant en icônes familières d'une certaine forme de modernité urbaine. Une telle tendance s'accompagne de la biennalisation de l'espace urbain, où l'événementiel envahit régulièrement l'espace public, venant consacrer la reproduction et l'uniformisation des politiques culturelles, artistiques et urbanistiques. Je vais essayer d'articuler cette réflexion à partir des liens avec l'art contemporain. Et nous pouvons constater par exemple que nous pouvons donc constater que cette dimension un peu performative du marketing urbain qui a été introduite par Pierre est un des éléments centraux des processus de monumentalisation dans les Balkans. Les Balkans étant notre région, un peu notre cas d'étude pour ce qui concerne ce séminaire. Cette région est marquée par différentes formes de monumentalisation, d'expression du pouvoir étatique. Et parmi ces formes, nous constatons qu'un des langages employés, c'est un art contemporain qui est tout à fait officiel, qui est intégré dans les circuits du marché international et diffusé à une échelle globale. Et donc, c'est le cas, par exemple, de Tirana. Le Tirana, capitale d'Albanie, ville dans laquelle le palais du Premier ministre artiste Edi Rama, qui a été bâti en 1941 sous l'occupation italienne par l'architecte Gerardo Bosio, est transformé en 1974 sous le régime communiste d'Enver Hoxha pour l'installation d'un bas-relief de style réaliste socialiste, accueille depuis 2015, au-dessus son entrée principale, une marquise clignotante de l'artiste français Philippe Arinon. Aux yeux d'Edi Rama, elle inviterait les habitants et la population à franchir le seuil d'une institution qui a toujours été perçue un peu comme une institution hermétique. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il a installé des salles de réunion, des espaces, des plateformes numériques et bien évidemment des espaces d'exposition. On assiste alors à la transformation du citoyen en spectateur. En définitive, il n'est pas surprenant de constater que la population de Tirana, à entendre le philosophe albanais Elvis Hoxha, perçoit désormais l'espace urbain comme l'expression d'une occupation venant de l'extérieur. Cette fois-ci, l'extérieur est l'Occident mondialisé,
et elle montre à l'occasion de manifestations toute sa colère contre cette vision tout à fait autoritaire du pouvoir dans l'espace urbain. Si l'étude des formes monumentaires demeure une des caractéristiques fondamentales de notre séminaire, nous nous intéressons également aux retombées qu'elle déclenche dans la production artistique locale. Donc, dans le cas de Tirana, des réponses au réaménagement du palais du Premier ministre ont été vite formulées. Et là, je présente surtout le travail de Hedi Ila, un peintre qui a vécu déjà sous le régime communiste et qui en 2015, il commence une série consacrée au boulevard principal de la capitale, dans lequel a été bâti le palais du Premier ministre. Et dans son tableau numéro 6, il nous présente donc une version du palais dans son état qu'on pourrait définir funeste au moment de l'installation de la marquise de Parénon. Ce choix relève d'un côté le pouvoir formel de ce coffrage noir et de l'autre le caractère qu'on pourrait définir mutilé de l'architecture. Les deux, dans le cas de Hedi Ila, concourent à souligner une sorte de dénonciation qui critique ainsi l'encombrement formel et politique auquel a été soumis ce bâtiment. Si on est encore dans le registre un peu visuel, il faudra attendre 2016 pour assister aux réactions un peu les plus virulentes, le jour où le Tirana Lab organise, en collaboration avec une artiste grecque, Georgia Ketrosos, une performance. Ici, l'artiste qui se cache derrière ces panneaux, qui portent de slogans tels que Partisan Social Theater ou Parasitic Art Policy, pose toute la journée devant la marquise de Parénon et tente d'une certaine manière de remettre en question un peu ce théâtre intemporel du pouvoir. En parallèle, et si on essaie un peu de s'éloigner, comme disait Pierre, de ces langages du marketing urbain, on assiste également à des formulations monumentales qui vont plutôt dans la direction d'une réhabilitation de la propagande dans l'espace public. Cette propagande s'appuie sur une cinétique urbaine, qu'on peut voir ici, qui favorise ce qu'on appelle le moteur de la ville événement, un peu instrumentalisé également par l'économie touristique. L'utilisation ou la révocation du passé puise leurs sources dans une sorte d'accommodation de l'histoire, comme le montre clairement le cas de Skopje en République de Macédoine. Ici, il s'agit du projet Skopje 2014, qui est un ambitieux projet d'antiquisation du centre-ville, qui inclut la construction de monuments, sculptures, fontaines, glorifiant les racines antiques présumées de la Macédoine actuelle. Là, on est loin tout à fait des circuits de l'art contemporain officiel qu'on a pu voir à Tirana. Skopje lance un programme de turbo-historicisme qui repositionne le monument dans sa déclinaison la plus standardisée, au centre des questionnements identitaires et étatiques. Donc la dimension proprement visuelle des objets monumentaux nous amène dans ce cas à aborder la question essentielle du kitsch en tant que succédané du culture allié là au divertissement. Mais ces monuments cristallisent une multitude de tensions dans l'espace de la société macédonienne. La révolution de la couleur datant de 2016 exprime ce mécontentement envers les traces monumentales et l'acte d'infliger des taches colorées, là aussi des symboles de colère, au monument le plus représentatif. Et là, je parle surtout de la porte macédoine et on peut voir derrière Alexandre le Grand, la sculpture monumentale de Skopje, a été défini par Zuzana Milewska, que nous aurons l'occasion d'accueillir le 8 mars au FRAC, comme monumentomaquia, la lutte du peuple contre le monument. Elle dénonce à juste titre cet ensemble monumental qui ne prend pas en compte, selon elle, les complexités communautaires et ethniques du pays et propose une domination de la figure masculine et patriarcale
emblème d'un régime visuel qu'elle définit à nouveau sexiste. Nous assistons ainsi à des stratégies de détournement du message, de la fonction, de la forme, de l'usage et de l'image des monuments dans l'espace urbain. Celles-ci recourent souvent au pouvoir expressif de la couleur. D'autres expériences, qui sont probablement plus célèbres que celles que nous venons de citer, montrent que cette typologie d'intervention vise, entre guillemets, à actualiser le rôle du monument dans l'espace public. Nous pouvons signaler le cas de Sofia, en Bulgarie, où une représentation de l'armée soviétique a été repeinte d'abord en rose et remaniée ensuite en 2011 par un collectif d'artistes de Destructive Creation. Le collectif, en s'inspirant des personnages américains tels que Superman, Batman ou Ronald McDonald, transforme une scène de la libération en un tableau du pop art. Il utilise cette caractérisation pour souligner un aspect qui marque beaucoup des pays du bloc de l'Est, la transition du système communiste au capitalisme. La phrase en bulgare que vous pouvez lire en bas de cette sculpture et qui accompagne donc cette opération crée sans hésitation bouger avec le temps. Foulard et monument d'Igor Kubitsch, qui sera lui aussi accueilli dans ces salles au mois de juin, qui réalise ses interventions surtout en Croatie et qui va être exposé au pavillon croate de la Biennale de Venise de cette année.